La Suisse va restituer au Nigeria des fonds détournés par l'ancien président Sani Abacha. L'argent avait été déposé au Luxembourg. Assemblée des Nations Unies pour l'environnement au Kenya, elle porte sur la pollution. Puis des attaques de vampires présumés ont déclenché des violences au Malawi, un pays où la croyance en la sorcellerie reste très avancée. Ravi de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Les autorités suisses ont annoncé ce lundi la restitution au Nigeria des fonds détournés par l'ex-président Sani Abacha. Cet argent avait été déposé au Luxembourg avant d'être bloqué par un tribunal à Genève en décembre 2014. Voici les détails. Conformément à sa politique en matière de restitution de biens patrimoniaux acquis illégalement, le gouvernement suisse a indiqué dans un communiqué avoir passé un accord avec le Nigeria et la Banque mondiale. Lequel accord porte sur la restitution de 321 millions de dollars, soit près de 177 milliards et demi de francs CFA au profit du peuple nigérien. L'accord spécifie que les fonds seront restitués dans le cadre d'un projet soutenu et supervisé par la Banque mondiale. Cet argent avait été déposé au Luxembourg puis bloqué par un tribunal à Genève en décembre 2014. Dans leur communiqué envoyé par le département fédéral des affaires étrangères, les autorités suisses expliquent que les fonds avaient été rapatriés et confisqués par la Suisse dans le cadre d'une procédure pénale menée par le ministère public genevois contre Abba Abacha, le fils de l'ancien président nigérien Sani Abacha. En mars 2016, la Suisse et le Nigeria avaient signé une lettre d'intention visant à la restitution de ces biens détournés. L'ancien président nigérien Sani Abacha, qui a dirigé le Nigeria de 1993 à 1998, est accusé d'avoir détourné au total 2,2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane. En Afrique du Sud, cela fait 4 ans ce mardi que le président Nelson Mandela est décédé. À la veille de cette date anniversaire de son décès, ce lundi, la médiatrice de la République a estimé que le gouvernement de la province du Cap-Oriental avait détourné des fonds publics à hauteur de 18 millions d'euros dans le cadre de l'organisation de ses funérailles. Reportage. Un rapport de 300 pages publié ce lundi par la médiatrice de la République sud-africaine vient ternir la célébration du 4e anniversaire de décès du président Nelson Mandela ce mardi. Dans ce rapport, la médiatrice révèle la mauvaise gestion et les faits de corruption entourant les funérailles de Nelson Mandela dont les coûts ont complètement explosé. Plus de 18 millions d'euros ont notamment été puisés dans un fonds pour le développement de la région rurale du Cap oriental afin de financer cette cérémonie nationale. L'accusation selon laquelle le gouvernement de la province du Cap oriental aurait indûment détourné des fonds publics pour un montant de 18 millions d'euros affectés à l'Eastern Cape Development Corporation pour accélérer le développement de l'infrastructure sociale en vue des funérailles du président Mandela est basée sur des éléments de preuve. La médiatrice de la République a regretté que les funérailles de Nelson Mandela aient pu conduire à un tel gaspillage. Elle a à cet effet demandé une enquête rapide du ministère sud-africain des Finances. Nairobi, la capitale kenyane, abrite depuis lundi l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Les assises qui regroupent les 193 États membres des Nations Unies prendront fin mercredi et portent sur la pollution. Une centaine de pays, chacun représenté par son ministre de l'Environnement, sont réunis au Kenya dans le cadre de l'Assemblée sur l'environnement des Nations Unies. Une rencontre de 3 jours pour lancer un appel à la lutte contre la pollution qui tue prématurément chaque année 9 millions de personnes dans le monde. Le forum prévoit l'adoption d'une action plus ferme pour combattre la pollution généralisée, en particulier la menace plastique. Un texte qui verrait les États membres des Nations Unies s'engager à limiter la pollution de la terre avec des produits chimiques, déchets non biodégradables ou des fumées toxiques. Des innovations saluées par la nouvelle ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour l'environnement.
Je suis très honorée de faire partie des Nations Unies en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l'environnement. Je me soucie de l'environnement depuis toujours. J'ai grandi à la campagne en Angleterre et je pense que nous sommes arrivés à un point crucial où nous devons passer à l'action et j'espère inspirer et engager mes plus jeunes fans à aimer notre planète autant que je l'aime. Selon le programme de l'ONU pour l'environnement, environ 7 millions de décès annuels sont causés par la mauvaise qualité de l'air. Autre cause majeure à l'origine de ces cas de décès, la pollution de l'eau, les expositions aux toxines et substances cancérigènes. Le Parti pour le développement économique et la solidarité et les amis de l'ancien président ATT demandent son retour au bercail. Après 10 ans de règne, l'homme avait été contraint par un coup d'État militaire de quitter le pouvoir en mars 2012. Après 4 ans d'exil à Dakar, son retour au Mali semble conditionner une véritable réconciliation des fils de ce pays. Les précisions. Le PDS, entendez Parti pour le développement économique et la solidarité, parti politique qui soutient l'ancien président Amadou Toumani Touré et ses actions, monte au créneau et demande son retour au bercail. Pour le PDS, la cohésion et la réconciliation entre les Maliens passent forcément par le retour de l'ancien président. À la date d'aujourd'hui, il est important de dire aussi que toutes les mesures qui devaient être préalablement prises l'ont été à la limite sur le plan judiciaire. Et nous pensons aujourd'hui qu'en tant que parti, c'est reconnaissant et endossant ces principes de vision politique à la vision d'un homme qui est ATT, que nous avons maintenant notre temps qu'il le faut pour pouvoir nous lever et aller vers un processus de sollicitation en vue de la rentrée définitive de ATT au Mali. Pour ce faire, amis, partisans et anciens collaborateurs d'Amadou Toumani Touré étaient présents pour témoigner leur attachement aux idéaux de l'homme du 26 mars 1991. Ils estiment qu'en 10 ans de règne, ATT par son charisme et son sens élevé de la patrie, a contribué de manière considérable au développement économique, social et culturel du pays. D'autres Maliens ont tué ici. Ils ont exécuté des Maliens. Ils ont tiré à bout portant sur des Maliens, ici, en prison. Ces hommes et ces femmes ont été libérés au Mali. Et Amadou Toumani Touré qui s'est donné, il a donné tout ce qu'il pouvait. Ce monsieur, pourquoi il reste à l'extérieur? Et donc le combat que nous menons et que je continue à mener, c'est le retour du président Amadou Toumani. Je l'ai dit à la face du monde, que Dieu fasse qu'il revienne, même si ATT un jour va rester à Dakar, même ses os, on va l'amener ici au Mali pour l'enterrer auprès du palais. En décembre 2016, l'Assemblée nationale avait affranchi Amadou Toumani Touré de toute poursuite judiciaire dans son pays. À l'époque déjà, des voix s'étaient levées pour demander aux autorités maliennes de faire des démarches pour faciliter le retour de celui qui est à l'origine de l'avènement de la démocratie dans le pays. Pour rappel, Amadou Toumani Touré a quitté le Mali en mars 2012 suite à un coup d'État militaire. Depuis lors, il est en exil à Dakar, au Sénégal. L'agriculture, moteur de la transformation économique de l'Afrique, c'est le thème du rapport 2017 sur l'agriculture en Afrique, présenté par le Centre africain de la transformation économique basé à Accra, au Ghana. C'était à l'occasion du forum Leadership pour l'agriculture qui s'est déroulé à Abidjan au siège de la Banque africaine de développement et qui a vu la présence de plusieurs, qui a connu, disais-je, la présence de plusieurs ministres africains de l'agriculture. Il est le lauréat 2017 du prix mondial de l'alimentation. À la tête de la Banque africaine de développement, Akuwumi Adesina a engagé la BAD à investir 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour mettre en œuvre sa stratégie Nourrir l'Afrique. Une stratégie destinée à mettre un terme aux importations alimentaires massives en Afrique et à transformer ses économies en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique et de création d'emplois. Président au siège de la BAD d'Abidjan, les travaux du premier forum Leadership pour l'agriculture, Akuwumi Adesina a invité les ministres africains de l'agriculture à fédérer leurs efforts afin de relever les défis liés à la dépendance du continent sur le plan nutritionnel et alimentaire. Pour ce qui est du Gabon aujourd'hui, nous pensons que l'action du gouvernement est d'augmenter la production pour pouvoir baisser de manière significative les importations de produits alimentaires
qui couvre aujourd'hui un niveau très élevé de 400 milliards de francs CFA. Il faut bien sûr sécuriser l'accès à la terre, il faut assurer des financements adaptés à l'activité agricole, il faut apporter la modernité en milieu rural, particulièrement de l'énergie. Et selon le dernier rapport produit par ce centre, l'agriculture et l'agro-industrie devraient former une industrie d'une valeur de 1000 milliards, soit environ 600 milliards de francs CFA en Afrique subsaharienne en 2030 et seront essentiels pour la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Continuer à vivre a lancé une jeune femme porteuse du VIH-Sida depuis sa naissance. C'était au cours d'un émouvant discours prononcé à l'ouverture de la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. Images sont. Quelques 10 000 délégués sont présents à Abidjan pour la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se tient tous les 2 ans et rassemble la plupart des acteurs du secteur en Afrique. Lors d'un émouvant discours à l'ouverture de cette conférence, Asseta Ouedraogo, une jeune femme porteuse du virus du sida depuis sa naissance, a lancé un message porteur d'espoir à toutes les personnes porteuses du virus. Il y a des personnes de mon entourage, les jeunes infectés, ceux qui viennent au centre là, il y en a beaucoup qui ne suivent pas leur traitement, qui sont toujours, lorsqu'ils viennent au centre, ils sont toujours chétifs, ils ont les cheveux les cheveux fins, un début de calvitie, ils ne suivent pas, ils ne sont pas observants. Donc, lorsqu'on est observant, ça ne se remarque pas, on ne sait pas. Donc c'est pour eux que je voulais délivrer ce message, pour dire qu'ils doivent continuer à vivre. Malgré la concurrence d'autres problèmes majeurs comme le réchauffement climatique, la montée du terrorisme ou les phénomènes d'immigration, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a rappelé que même si le nombre de personnes traitées est passé de 100 000 à 14 millions entre 2000 et 2016 en Afrique, et que la mortalité y a baissé de 50%, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Nous devons au contraire redoubler nos efforts. La complaisance est notre plus grande ennemie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos acquis. Si nous voulons arriver à mettre fin à cette épidémie, nous devons agir. Et agir maintenant et différemment. Michel Sidibé a également souligné la vulnérabilité des filles et jeunes femmes en Afrique subsaharienne. Une récente vague d'attaques de vampires présumés a déclenché des violences dans un pays, au Malawi plus précisément, où la croyance en la sorcellerie reste très ancrée. Dans le village de Ngolongoliwa, plusieurs personnes affirment qu'on leur aurait sucé le sang. Les détails. Florence Kalunga affirme qu'un vampire lui a sucé le sang. Et ce n'est pas la seule à Ngolongoliwa, dans le sud du Malawi. La panique s'est répandue dans ce village à cause de rumeurs rapportant l'existence de vampires. Dans ces campagnes, les histoires de sorcellerie restent très populaires. Je me suis évanouie et lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que mon doigt avait été piqué et que mon bras était engourdi comme si on m'avait anesthésié. Près d'ici, au moins 7 personnes suspectées d'être des vampires ont été tuées par des milices auto-constituées. Orlando Chaponda s'est fait accuser de complicité avec les suceurs de sang. Près de 2000 villageois armés de machettes ont envahi la maison de ce fermier. Ils étaient là avec des couteaux et des briques et ont dit à ma femme « Où est ton mari? Où est-il? Nous cherchons les suceurs de sang. » Donc ma femme leur a dit « D'accord, cherchez partout alors, même dans la maison. » Ils sont entrés et n'ont rien trouvé. La panique est favorisée par l'analphabétisme et la pauvreté, omniprésente dans les zones rurales. La peur des vampires affecte même la collecte de sang pour les hôpitaux. Cette histoire a énormément réduit la très bonne participation que nous avions jusque-là dans ces communautés, de la part des gardes de sécurité, des enseignants et des leaders traditionnels. Avant, ils étaient très accueillants lorsque nous venions faire des collectes de sang. Maintenant, ils ont peur de se faire attaquer s'ils collaborent avec nous.
Plus de 200 miliciens ont été arrêtés jusqu'à présent. Le gouvernement du Malawi espère mettre un terme rapidement aux rumeurs. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Prenez soin de vous.